à l'âge que je suis rendue maintenant, à 41, bientôt 42, c'est sûr que j'ai vu un début et une fin à ma vie. Pas ma vie, pas une fin, mais il y a eu définitivement un changement de vie à où est-ce que je suis là. Je suis une personne complète. Ce qui a causé le grand changement dans ma vie personnelle, c'est ma thérapie. De réaliser les choses et les choses qui m'ont affecté, les choses qui ont modifié ma perception sur moi-même et sur la vie de corps. Et j'ai travaillé très longtemps et je travaille encore naturellement parce que c'est un travail à vie, la thérapie. Mais c'est vraiment me consacrer à bien comprendre comment je revis les sentiments et les événements autour de moi qui fait que je suis une meilleure personne aujourd'hui et capable de... Ce qui a suscité le changement dans ma vie, c'est quand j'ai eu la réalisation que je devrais faire un changement suite aux événements qu'il y a passé dans ma vie. Parce que naturellement, tout le monde vit des événements, certains plus que d'autres, dans leur vie, ça affecte énormément comment la perception de les choses qui se passent à l'intérieur de soi-même et surtout autour de soi-même peut nous affecter grandement. Puis dans le fond, c'est en faisant beaucoup de travail avec la thérapie et travailler mes perceptions, ça m'a complètement changé ma perception, comment je fonctionne avec moi-même et avec les autres. La différence de comment j'étais avant, j'étais un enfant qui a été abusé, négligé, donc pas une solide fondation de qu'est-ce qu'est une mère ou un père. Je suis un enfant biracial, donc aussi dans l'époque, dans le secteur où j'habitais, j'étais ni blanche, j'étais ni noire, j'étais acceptée de ni un ni l'autre. C'était difficile pour moi à l'école aussi. Je me faisais constamment bullying, le mot m'échappe, bullying en français. Mais ça fait que c'est très difficile de vouloir vivre et se lever tous les jours à un très jeune âge pour moi. Donc, j'étais très suicidaire, j'avais beaucoup de pensées négatives, que je n'avais aucune utilité à personne, ni à moi-même, que j'avais aucune définition de vie. Dès un très jeune âge que j'avais ça. Donc, naturellement, je suis haïtienne et s'il y a une chose qu'on sait des Haïtiens, c'est la résilience. Malgré que je me sentais comme ça tous les jours, sans cesse, j'ai décidé de vraiment prendre d'assaut. C'était assez de se lever constamment comme ça et de me maltraiter, de faire des choses qui blessaient mon corps. Vraiment faire des décisions très dangereuses dans ma vie parce que j'avais aucun regard pour ma vie. Mais j'ai décidé de me prendre en main à l'âge de 20 ans. J'ai décidé de dire que c'est suffisant. Il y a plus que ce que je fais comme définition dans la vie. Il faut qu'il y ait une autre raison. Puis c'est comme ça que j'ai entamé mon chemin de regarder à la thérapie et qu'est-ce qui marche pas chez moi. Honnêtement, c'est quand j'ai rencontré mon premier mari. J'ai rencontré pour mon premier mari,
Il me traitait comme une humaine, une femme. Il respectait qui que j'étais. Il respectait mon corps. Il voulait savoir qui j'étais. Et à cause que j'ai eu une introduction saine dans une relation interpersonnelle, c'était ma première relation interpersonnelle saine, ça m'a fait réaliser que c'est possible d'avoir que ça existe une relation saine. Et en réalisant la relation saine, j'ai réalisé, je sais pas, j'aime pas vraiment dire ce mot-là, mais j'étais non fonctionnelle. Comment je digérais tout ce qui se passait, comment je pensais de moi-même et tout ça, il y avait un défaut. Comme je trouvais que j'avais beaucoup de négatisme et mon mari me donnait beaucoup de positisme, mon premier mari. Puis c'était comme un bouclier. Chaque fois qu'on me donnait quelque chose de positif, ça rebondissait. Puis à la longue, ça m'a mise en question. J'étais comme, mais pourquoi je suis pas capable? Il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi je suis pas capable de prendre le positif? Pourquoi je suis pas capable de sourire et réellement sourire, de me sentir heureuse, de pas me sentir comme si il y a une fin imminente qui est derrière moi constamment. Pourquoi je suis pas capable? Je regardais la vie à travers les yeux de mon premier mari et je l'enviais de voir comment il fonctionnait avec la simplicité de vivre, de se lever et juste dire je me suis levé, pas se lever et me dire je suis encore dans cette vie, je suis fatiguée, je veux pas me lever, je veux pas me laver les dents, je veux pas prendre une douche. Comme vraiment l'écœurantite aiguë là que j'avais à me lever tous les matins, juste à peine 5 minutes après m'avoir levé, puis regarder mon mari qui se lève. Quelle belle journée! J'étais comme, mais je ne vais pas me lever comme ça, moi. C'est pour ça que j'ai décidé de dire, je veux savoir c'est quoi ça. C'est ça qui m'a incité. Je voulais connaître c'est quoi le positif dans la vie. Honnêtement, quand j'ai été pour ma première fois faire la thérapie, c'était, je faisais beaucoup de dissociation. Donc, pour un détachement de soi-même. Dans le fond, quand je faisais des choses, c'est comme si je me regardais faire les choses. J'étais pas consciente. Donc, quand je me suis rendue à la première session en thérapie, ma première session, c'était vraiment comme un robot, je te dirais. C'était plus comme, je sais que je dois faire ça, je sais que je dois être ici, donc les questions qu'elle va me poser, je vais juste répondre. Et j'avais aucune émotion à rattacher. Je fonctionnais juste comme un robot. C'est comme ça que ça s'est passé la première thérapie. Puis, honnêtement, j'ai trouvé ça difficile parce que fallait que je vive des émotions puis je savais pas c'était quoi vivre des émotions. Autre que la tristesse, naturellement. Donc, j'étais très frustrée, j'étais beaucoup fâchée parce que je réalisais que les questions qu'elle me posait suscitaient des réactions assez fortes en dedans de moi. Ça m'a fait réfléchir. C'était pas facile. Ben, c'est sûr que ce que j'ai appris le plus dans la thérapie, c'est de gérer mes émotions. Mais plus que de gérer ces émotions, mais c'est pour comprendre pourquoi j'avais autant d'émotions quand quelque chose se passait. Exemple, si quelqu'un me coupait dans le trafic, c'était pas nécessaire que je commence à crier. J'étais vraiment déréglée émotionnellement.
Donc, mettre ses émotions où est-ce que ça appartenait, à la force ou l'intensité que ça devrait nécessiter. Si quelqu'un me dit non, c'est pas la fin du monde. Quelqu'un m'a dit non, ben, oui, c'est correct, on passe au suivant. Fait que c'était vraiment beaucoup de gestion d'émotions. C'était de comprendre que c'est correct d'être heureuse, c'est correct d'être triste. T'as pas besoin de l'approbation de personne pour vivre des émotions, que ce soit de la joie, de la colère, de la tristesse, la peur, l'inquiétude ou quoi que ce soit. C'était vraiment de comprendre que j'avais le droit de vivre chacune émotion, peu importe la situation qui vit. Que j'avais pas besoin de sentir un contrôle externe qui me disait non, tu ne peux pas faire ça. Non, tu ne peux pas te sentir comme ça. Tu ne devrais pas te sentir comme ça. Fait que c'est beaucoup de travail sur ça. Quand l'opportunité s'est présentée que je pourrais déménager en Californie, c'était comme pour moi un deuxième chapitre. C'était pour moi comme j'étais arrivée, je pourrais dire comme à un plateau. J'étais arrivée à un plateau avec l'évolution de qui je pouvais être, parce que j'étais pas dans une position qui me permettait de épanouir plus qui j'étais, si on pouvait le dire comme ça. Donc, en venant ici, en déménageant, ça m'a mis dans j'appelle ça mon deuxième chapitre, mais naturellement, ça, c'est comme le 30e chapitre avec tout ce qui s'est passé dans ma vie. C'était vraiment comme, OK, j'ai travaillé fort. Je suis une femme forte, indépendante. Je suis prête à vivre avec quelqu'un, avec mon autre moitié. Et je veux être la meilleure personne, la meilleure partenaire que je puisse être dans mes capacités et de maintenir mon indépendance et vraiment je me sens complète, que j'ai pas besoin de personne pour me compléter, mais d'être capable d'être avec quelqu'un sans être dépendante de cette personne. Fait que c'est pour ça que quand je suis venue ici, c'était vraiment mon nouveau chapitre, parce que être en relation avec quelqu'un sans être dépendante de la personne, de maintenir qui tu es, maintenir sa santé mentale. Mais aussi mettre de la distance avec toutes les mauvaises mémoires et les souvenirs que à chaque fois que je conduisais quand j'étais à Montréal, j'avais toujours comme, telle chose était passée, telle chose. Fait qu'au moins, je conduisais, puis là, je savais pas où est-ce que j'étais. Il n'y a rien qui était reconnaissable pour moi. Fait que ça m'a forcé à faire un reset dans mon cerveau, si on peut dire. Quand j'ai déménagé premièrement en Californie, j'étais en phase lune de miel. Pas lune de miel parce que j'étais avec mon mari, mais lune de miel aussi parce que
et que je croyais m'avoir sauvé tout ce qui me dérangeait à Montréal, puis j'ai croyais que ça allait rester à Montréal. Donc, j'étais beaucoup en lune de miel. J'avais les lunettes roses, littéralement, en permanence, quand je venais de déménager. Mais naturellement, tout lune de miel tire à sa fin. Et mon ami la dépression a décidé de venir à pleine face et me faire réaliser que tu n'as pas seulement laissé ce qui te dérangeait à Montréal, mais tu as laissé aussi tout ce que tu aimais à Montréal. Et qu'est-ce qui t'a développé pour devenir qui tu es, la femme indépendante et forte que tu étais, tu as réalisé que tu as laissé ça aussi là-bas. Donc, j'ai dû me reconstruire, recommencer à zéro. Fait que c'est pas facile. c'était une étape de humilité. On peut dire ça comme ça. Là, je te dirais que la meilleure façon que j'ai pu retrouver la femme forte indépendante que j'étais à Montréal, ici, c'est en me rappelant c'était quoi qui a construit cette femme indépendante et non les choses qui m'ont permis d'être cette femme indépendante. C'est de me détacher de les choses physiques et de me rattacher aux choses mentales. Les valeurs, les mots m'échappent, mais les valeurs qui te font réfléchir, qui te font rappeler pourquoi tu es cette personne-là, comment tu es cette personne-là. Aujourd'hui, je suis une personne, je peux me considérer que je suis une personne qui est forte, qui est toujours indépendante, qui est heureuse, qui est balancée dans sa relation, une relation saine, mais aussi je suis en train de prendre soin de les douleurs que je n'ai pas encore fini de traverser, mais je regarde ces douleurs avec un œil différent, un regard aimant, un regard un regard qui est non jugant, qui n'a pas de jugement, qui est pas sterne, un regard d'acceptance. C'est ça. Mais la phrase que j'aime beaucoup de tenir ou que je me dis souvent, c'est que le bon Dieu nous donnera jamais une charge qui est trop lourde à porter. Fait qu'il faut avoir confiance, peu importe ce qui nous passe, on a la force de passer au-dessus. Et que être fier aussi d'être capable de passer par-dessus une fois qu'on l'aura passé. Mais de toujours maintenir la confiance que nous sommes assez forts pour faire face. Chaque jour, c'est une bénédiction.